Bonjour à tous et merci de nous rejoindre au Parlement européen à Strasbourg. Cette semaine, nous parlerons de la juste taille de l'Union européenne. Doit-elle accueillir de nouveaux pays? Débat très vif dans quelques minutes sur ce plateau avec mes invités. Et puis, nous rencontrerons dans la seconde partie celui que Jean-Claude Juncker surnomme sa main droite, Frans Timmermans, le vice-président de la Commission européenne, est un social-démocrate néerlandais qui a pour mission de séparer le bon grain de l'ivraie. Autrement dit, il doit retenir les directives indispensables et jeter à la poubelle quelques centaines de textes jugés inutiles. Attention, mission donc hautement polémique. L'Union européenne compte désormais 28 membres depuis que la Croatie a rejoint le club il y a plus d'un an. Elle s'est agrandie ces 10 dernières années à un rythme effréné en englobant 13 nouveaux membres. Alors que 6 pays des Balkans et la Turquie frappent désormais à sa porte, eh bien, le nouveau patron de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a dit qu'il fallait faire une pause dans l'élargissement. Stop pour les 5 prochaines années. Alors, beaucoup d'interrogations en effet sur les séquelles des guerres yougoslaves dans les Balkans et sur les dérives autoritaires de l'islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan en Turquie. Nous en parlons tout de suite avec nos invités. Constance Legris, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée européenne du Parti populaire européen qui est très partagé sur ce sujet, on va le voir. Nicolas Sarkozy, que vous soutenez il y a 2 ans, a voulu geler les négociations avec la Turquie. Nous en reparlerons. Vous êtes du même parti, en effet, Andrej Plenković, bonjour. Bonjour. Mais vous êtes croate et ça c'est évidemment une particularité importante puisque je le disais, la Croatie est devenue membre il y a 1 an et demi et depuis elle ne veut pas que la porte se referme derrière elle, la porte de l'élargissement. Nous en parlerons aussi en votre compagnie. Charles Tannock, bonjour, député européen Tory. Cameron a été longtemps un grand défenseur de l'élargissement, mais a-t-il changé véritablement? Vous nous le direz. Alors déjà, revenons sur cette phrase de Jean-Claude Juncker qui a fait couler beaucoup d'encre, bien sûr. Pas d'élargissement sous 5 ans pendant son mandat. Une pause. Pourquoi ? Je suis tout à fait favorable à cette stratégie. Il est largement temps de mettre pause sur le processus d'élargissement, ce qui ne veut pas dire de l'interrompre définitivement. Et d'ailleurs, il y a au sein de la Commission Juncker un commissaire qui est en charge de la poursuite des négociations d'élargissement. Mais je crois vraiment que le temps est venu de consolider ce qui a été réalisé, de permettre aussi à nos concitoyens européens de digérer, pardonnez-moi cette expression un peu triviale, les rapides, vous l'avez dit vous-même en introduction, accessions récentes, 13 États en 10 ans, de travailler ensemble à améliorer ce qui doit être amélioré, modifier ce qui doit être amélioré et ne pas poursuivre cette course en avant, cette fuite en avant vers l'élargissement sans fin. C'est une affirmation un peu populiste parce que de toute façon, finalement, dans les pays qui veulent adhérer n'étaient pas prêts d'ici 5 ans. Alors le commissaire Charles Tannock à l'élargissement, l'ancien, a dit que pourquoi faire ces annonces? Vous savez très bien qu'ils ne sont pas prêts. C'est très simple. Mon parti, le Parti conservateur, a toujours donné son appui au processus d'élargissement parce qu'en général, cela a été un grand succès, très positif. Mais il n'y a aucun doute que maintenant, il y a une grande fatigue dans nos pays, surtout avec le dernier élargissement à la Roumanie, à la Bulgarie et à la Pologne. Beaucoup de monde est venu dans mon pays. Il y a beaucoup de pression sur nos hôpitaux, sur nos écoles, sur la sécurité sociale. Et la droite, et le UKIP, c'est une partie d'indépendance, a commencé à faire beaucoup de bruit. Il y a beaucoup du monde qui disent que cela a été très accéléré. Il faut maintenant être beaucoup plus vigilant au processus. Et alors pour ça, c'est sûr que dans les Balkans de l'Occident, un jour, ces pays-là seront membres, mais il faut payer beaucoup d'attention à l'opinion publique. Il faut faire une manière d'éviter que la question des criminels, le livre transit, le crime organisé, c'est un grand problème, et la corruption. Et alors, je suis sûr que 5 ans, c'est peut-être optimiste, parce que je ne vois pas que ces pays-là seront membres de l'Union dans les prochains 5 ans. Ils vont désespérer vos voisins, la Serbie, le Monténégro, qui est dans le peloton de tête un peu pour l'accession. Là, ce que vous entendez à la droite de l'hémicycle, parce que c'est aujourd'hui la droite qui voyait à des sensibilités très différentes, qui est en train de dire stop à des pays qui ont été ravagés par les guerres yougoslaves et qui voient une porte de sortie dans l'Union européenne.
Moi, je sais comme Croate comment c'était difficile de mener le processus d'adhésion de la Croatie. Personne en Croatie pensait il y a 20 ans que ça nous prendra 2 décennies pour devenir membre. Moi, je trouve que le projet européen doit rester ouvert. C'est plutôt être assez raisonnable du point de vue de Jean-Claude Juncker de dire qu'il n'y aura pas d'élargissement pendant les prochaines 5 années, parce que ça, c'est clair. Aucun des pays dans le processus n'est pas si avancé de réaliser une adhésion pendant le mandat ni de ce Parlement, ni de cette Commission. Mais en même temps, il faut cultiver et garder le processus, avancer avec la mise en œuvre des accords de stabilisation et association, avec la poursuite des réformes internes, s'ils sont dans l'état de droit, le fonctionnement du système judiciaire, si au point de vue économique, parce que c'est vraiment l'économie où il faut mettre un accent. Ça, c'est, je dirais, un leçon qu'on a vu dans le cas croate. Alors pour ça, il faut continuer, je crois, mais réalistiquement, vous dites l'économie, mais Federica Mogherini, la nouvelle diplomatie, Charles Tannock, elle dit c'est aussi une question de sécurité et peut-être avant tout maintenant qu'on voit ce qui se passe en Ukraine par exemple et qu'on voit que les Balkans justement sont susceptibles d'être soumis à une pression russe et à de l'argent russe et donc c'est aussi une question aussi de sécurité pour toute l'Europe entière. Est-ce que vous l'entendez ça? Oui, j'entends parfaitement parce que pour moi, la sécurité, la stabilité, éviter qu'il y aura une autre guerre dans les Balkans, ça c'est très important qu'on reste toujours avec le processus d'adhésion, non seulement à l'Union européenne, mais aussi à l'OTAN. C'est très important comme principe. Mais on voit déjà que la Russie, par exemple, commence à essayer d'avoir plus d'influence en Serbie. Les Serbes ont reçu M. Poutine, ils refusent de coopérer avec les sanctions sur la question de l'Ukraine. Alors, il y a une menace russe dans les Balkans et, à mon avis, ce qui est, disons-nous, la question qui nous unisse tout le monde en Europe, c'est nos valeurs de démocratie et de droits de l'homme. Et ce n'est pas le processus qu'on voit en Russie, que ça devient presque une dictature maintenant. Et si les Serbes veulent aller dans cette direction, ce n'est pas compatible avec la direction de l'adhésion à l'Union européenne, ça c'est sûr. Mais alors justement, Constance Legris, on voit bien que l'Union européenne, elle marche, elle fonctionne dans ce cas de figure de promouvoir la démocratie, la paix aussi. Donc finalement, dans l'ex-Yougoslavie, avec des guerres fratricides, il faut le dire, il y a à peine 15 ans, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, qui marche, en tout cas qui fonctionne de l'Union européenne. C'est bien pour cela qu'il ne faut pas claquer la porte au nez des États des Balkans, ni des peuples de ces États, définitivement, et n'offrir aucune perspective d'avenir. Il faut à la fois tendre la main, continuer à mener les négociations, des négociations, c'est vrai, exigeantes, avec un haut degré de vigilance et d'attente, mais je dirais, et d'esprit de responsabilité réciproque, continuer à tendre la main et à dire haut et fort ce que fait ma famille politique en France. Les Balkans, tous les Balkans, ont vocation un jour à rejoindre l'Union européenne parce qu'ils sont clairement des membres de la famille européenne et ont vocation à revenir, à être réunis dans la famille européenne. Ceci étant, et les enjeux de sécurité et de stabilité vis-à-vis du grand voisin russe, et nous ne sommes pas naïfs, nous voyons bien les visées expansionnistes de l'actuel régime russe, doivent nous faire prendre pleinement conscience de ces enjeux de stabilité et de sécurité. Mais ce n'est pas une raison pour confondre vitesse et précipitation, bâcler les processus. Pour qu'une adhésion soit réussie, il faut quand même qu'un certain nombre de critères soient remplis. La construction d'un état de droit, la lutte contre la corruption, contre le crime organisé, l'indépendance de la justice, un certain nombre de règles fondamentales en matière de non-discrimination, en matière de liberté de la presse, une transformation de la société économique. Toutes ces étapes-là doivent être franchies, je dirais, progressivement et d'une façon réussie. Et tout cela prendra du temps. Alors, la barrière est un peu plus haute maintenant qu'avant. Bien sûr, parce que nous sommes 28. Ils ont élevé un peu la barrière parce qu'on a appris qu'avec l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie, que quelque chose qui se passe dans ces pays-là n'était pas exactement comme s'ils devraient le faire. Mais alors, on a vu votre Premier ministre, David Cameron, Charles Tannock, se rendre précisément en Turquie. Turquie qui est sur la voie de l'élargissement, a freiné, on l'a dit, par certains États membres, la France, l'Allemagne, les 2 dernières années. Mais pour réaffirmer que c'était vraiment important
pour l'Europe, la Turquie. À ce moment-là, David Cameron pensait bien sûr à ce pont entre l'Orient et l'Occident, à ce pays très stratégique dans l'OTAN. Vous mentionnez l'OTAN. Et pourtant, il a changé d'avis là aussi? Non, il n'a pas changé d'avis, mais David Cameron, comme tout le monde, nous comprenons maintenant que la Turquie est un grand défi. La Turquie est un pays très grand, un pays très différent culturellement, avec un autre héritage, un pays relativement pauvre. Et il n'y a aucun doute que M. Erdogan, il a aussi un trajet, une direction politique qui n'est pas compatible, avec, à mon avis, avec les valeurs occidentaux démocratiques, parce que la Turquie commence à devenir un pays beaucoup plus autoritaire, qui réprime les journalistes, l'indépendance de la justice est en question. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Turquie, vraiment, qui ne sont pas compatibles avec être un pays européen ou un membre de notre Union. Alors, David Cameron le sait très bien. On a toujours l'espoir qu'on peut reverser ça et qu'on peut avoir une Turquie qui change de direction. Alors, vous devez nous quitter, Charles Tannock, mais je rappelle quand même ce que vous avez dit. Effectivement, le 14 décembre dernier, la police a arrêté 25 journalistes des médias d'opposition, montrant le visage peu démocratique de cet islamiste au pouvoir que le nouveau président Erdogan qualifie pourtant de modéré. Résumé des faits tout de suite avec Katevan Gorgestani. Des manifestations, journaux à la main, pour dénoncer une attaque contre la liberté de la presse. Des centaines de personnes se sont réunies devant le siège de la police turque en réaction aux perquisitions menées dimanche contre plusieurs médias. Pour Bruxelles, ces perquisitions vont à l'encontre des valeurs européennes auxquelles aspire la Turquie. Des critiques balayées par le président turc. L'Union européenne n'a pas à intervenir dans les actions menées par les forces de sécurité turques, qui agissent dans le cadre de la loi contre des éléments qui menacent notre sécurité nationale. L'Union européenne devrait se mêler de ses propres affaires. Tout en insistant sur le développement démocratique de son pays, le président Erdogan a déclaré que la justice ainsi que d'autres institutions devaient être purgées de ce qu'il qualifie de traîtres. Des manœuvres autoritaires dénoncées par l'opposition et ses relais dans les médias. Le journal Taraf, par exemple, notait en une qu'Hitler avait lui-même commencé de façon similaire. Les perquisitions menées dimanche visaient deux médias proches du dignitaire religieux Fethullah Gülen, l'ennemi numéro 1 du président, exilé aux États-Unis. Elles sont intervenues un an après une série d'enquêtes pour corruption visant les proches collaborateurs d'Erdogan, un complot organisé selon lui par Fethullah Gülen pour l'évincer du pouvoir. Alors on l'a dit, une vague d'arrestations contraire aux valeurs européennes. C'est ce qu'a dit l'Union européenne. Et pourtant, Recep Tayyip Erdogan n'accepte aucune leçon de Bruxelles. Cette déclaration turque est absolument inacceptable, absolument intolérable. Tout ce qui concerne la liberté de la presse, les droits de l'homme et les droits de la femme, l'état de droit de manière générale, s'agissant qui plus est d'un pays qui est depuis de très très nombreuses années candidat à l'entrée dans l'Union européenne, bien sûr, concerne l'Union européenne. Et Federica Mogherini était tout à fait légitime dans les propos qu'elle a tenus. Elle s'est rendue en Turquie en plus, Federica Mogherini. Effectivement, elle a eu cette mauvaise surprise quelques semaines après de voir tous ces journalistes emprisonnés. Est-ce qu'il faut traiter la Turquie comme un cas à part dans l'élargissement? Je crois que la Turquie est déjà traitée comme un cas à part. Il y a pratiquement 50 ans d'histoire entre les relations d'association entre la Turquie et l'Union. Ils ont commencé les négociations d'adhésion le jour même, comme la Croatie, le 3 octobre 2005, mais avec pas une finalité des négociations certaine. Et on le voit aujourd'hui avec le blocage de beaucoup de chapitres par certains pays membres. On le voit avec aussi des faillites d'une certaine partie des conditions que la Turquie doit remplir, notamment dans le droit de l'homme, droits fondamentaux, respect du fonctionnement de l'état de droit, liberté de presse. Et c'est pour ça que le processus de la Turquie vers l'Union européenne sera assez long. Mais ce que je voudrais dire à propos... Mais justement, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que ce n'est pas le fait qu'on lui ait lâché la main, la France et l'Allemagne, qui il y a 2 ans, avec Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, a commencé à dire mais peut-être que à la fin du chemin, il n'y a pas l'élargissement, mais autre chose.
Est-ce que ça n'est pas ça qui a eh bien, provoqué cette dérive autoritaire non, aussi? Je ne crois pas qu'il faille rendre les gouvernants européens responsables de la dérive autoritaire du pouvoir turc. Ce serait quand même un comble. Moi, je voulais simplement rappeler qu'à titre personnel et également en tant que représentante de ma famille politique, j'ai toujours été hostile et depuis, je dirais, les années 80, quand a commencé à s'ébaucher le C'est destin votre famille politique qui, sous Jacques Chirac, a effectivement souhaité que la Turquie soit candidate et ouvre les négociations avec l'Union européenne. Alors, Jacques Chirac, effectivement, avait une position un peu à part, je dirais, dans la famille politique qui est la mienne, une position que je qualifierais de gaullienne et souhaitait tendre la main et avoir des gestes concrets à destination de la Turquie. Mais depuis de très nombreuses années, je considère, et nous sommes très nombreux dans ma famille politique, à considérer que la Turquie n'a pas vocation à entrer dans l'Union européenne et qu'il ne faut pas rendre les institutions européennes responsables de ce qui se passe actuellement dans la Turquie. Je crois qu'il faut être très très clair là-dessus. Il faut reprendre par la main la Turquie pour essayer de l'emmener plus vers la démocratie? Absolument. Je crois qu'une fois que les négociations d'adhésion ont commencé, il faut continuer le processus. Ça ne serait pas une adhésion ni demain ni l'après-demain. Ankara le sait. Et je crois que tous les capitales au sein de l'Union le sachent aussi. Mais ce qui est important à propos de l'élargissement, moi je trouve, pour les 5 années prochaines, le portefeuille du commissaire Johannes Hahn, autrichien, qui a la responsabilité aussi des négociations d'élargissement et aussi de la politique du voisinage. C'est-à-dire l'Ukraine, la Biélorussie, ça, la Moldavie. C'est extrêmement important pour la crédibilité du point de vue de la politique étrangère de l'Union européenne. Parce que tout est là, notre crédibilité de respect des droits internationaux, des valeurs, de ordre global qui est là il y a derrière cette décennie, de notre politique d'élargissement, de la politique étrangère, de la politique de voisinage, de la politique d'énergie. Parce que par exemple, en Ukraine, je crois aujourd'hui, c'est un paradigme de toutes les valeurs au niveau global et au niveau international que l'Union doit appuyer. S'entourer donc de gens plus démocrates et qui partagent les valeurs de l'Union européenne, c'est pour vous la finalité de l'élargissement, on l'a compris. Merci à vous d'avoir participé à ce débat, merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez en notre compagnie pour en seconde partie aller à la rencontre du vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans. A tout de suite, juste après la pause.